Salut à toutes et à tous, salut Driss. Salut Alex, ça va? Ça va très bien. Les vacances sont bonnes? Bah oui, parfait, et toi? Super. Ouais, t'es bronzé? Ouais, abuse pas, je suis revenu il y a longtemps. C'est pas à Paris que t'as bronzé. Hein. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du garage, la 5e, qui commence maintenant. Alors pour nous rejoindre, pas de changement, c'est chaque semaine, le mercredi à 21h pour la première diff sur les box, applications et réseaux que vous connaissez bien, mais aussi 24h/24 sur le site watch.tv et via les podcasts sur iTunes, c'est gratuit. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag LeGarageTV. Une 5e saison qui démarre sur les chapeaux de roue, Driss, puisque nous irons en avant-première au salon de Francfort qui ouvre ses portes ce jeudi 14 septembre et nous prendrons le volant d'une familiale sportive espagnole, la Seat León ST Cupra 4Drive, c'est pas facile à dire, que nous avons fait glisser sur les pistes du rallye des 1000 lacs et c'était en Finlande. Il y en a qui suivent, c'est bien. Allez, pour parler de tout ça, c'est avec un plaisir non dissimulé que nous retrouvons chez lui, dans sa retraite troglodyte, le professeur Michel Holtz. Salut Michel. Salut les concessionnaires. Comment vas-tu Michel? Bah écoute, très bien. En ces temps de salon de Francfort, être chez soi, c'est quand même un luxe incroyable. Ah, on va en parler du salon de Francfort évidemment, et tu nous diras pourquoi tu dis ça, tiens. Et avec nous également l'irremplaçable Nico Edes. Salut Nico. Salut à tous. Nico, c'est un peu grâce à toi qu'on va à Francfort cette année, donc ouais, c'est toi qui as porté le fardeau. Complètement. C'est simple, j'ai jeté les chaussures que j'avais hier. C'est le salon de Francfort, c'est le plus grand salon du monde. C'est assez insupportable, à vrai dire. À pratiquer parce que c'est peut-être le plus impressionnant, enfin en tout cas le plus grand, mais le plus difficile à travailler en tout cas. Voilà. Bon, et voilà pour ce qui est du sommaire et des présentations. À tout de suite. Voilà, donc Francfort, le plus grand salon du monde, disait Nicolas, et a raison. Le plus grand, mais Michel, il y avait quand même quelques absents, et ça devient un petit peu une habitude chez les constructeurs, n'est-ce pas? Oui, je voudrais quand même revenir sur le terme plus grand salon du monde. C'est par la superficie, c'est pas par le nombre de visiteurs. Mais par la superficie, c'est absolument gigantesque. Il y avait des absents, et la superficie n'y est pas pour rien. C'est que ces absents, que ce soit Peugeot, que ce soit Nissan, Infiniti, Mitsubishi, enfin la liste est longue. Une dizaine de marques majeures quand même. Tout le groupe Fiat, donc Alfa. Alors moi je suis allé les voir pour leur poser la question, et tous, sans exception, me disent c'est parce que les importateurs en Allemagne, donc les constructeurs français ou qui ne sont pas allemands, se trouvent relégués tout au fond du salon, alors que les Allemands s'accaparent carrément des halls entiers au début du salon, et payant au mètre carré le même prix. Mais on fait pareil à Paris avec les constructeurs français, non? Absolument, absolument. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des défections à Paris. Jean-Philippe Imparato, par exemple, le boss de Peugeot, me disait ça coûte entre 4 et 15 jusqu'à 20 millions d'euros pour exposer pendant 10 jours à Francfort, et au niveau du retour sur investissement, on n'y est pas du tout. Mais alors pourquoi il y avait Citroën, par exemple, ça leur coûte la même chose à Citroën qu'à Peugeot, non? Oui, mais Citroën a eu une dérogation exceptionnelle parce qu'ils ont une voiture à lancer qui est le C3 Aircross, comme on le verra, et alors que Peugeot a lancé son 5008 en juin. DS avec sa DS7 Crossback va faire une statique à Paris en novembre, l'annonce des tarifs en octobre, et une commercialisation, essai et commercialisation début 2018. D'accord. Donc évidemment, ils n'ont aucune nécessité de faire le déplacement à Francfort. Nico, tu disais le stand Citroën? Le stand Citroën n'est pas immense. Maintenant, ce que je trouve, il y a aussi un autre facteur qui est assez aggravant pour PSA, c'est que Peugeot en Allemagne est pas bon, hein, on le sait. Ils ont un gros problème de réseau. Ils n'arrivent pas à vendre de voitures. Enfin, ils ont beaucoup de mal à vendre des voitures. Hein, c'est pas nouveau. Et du coup, pour eux, c'est pas forcément un marché. Enfin, parce que je vous rappelle que là-bas, le but, c'est quand même de vendre des voitures. Hein, et pour le coup, ils ont, indépendamment du côté nouveauté, c'est pas un marché qui est si intéressant que ça pour eux.
Mais je reviens justement sur un détail, c'est que le stand Citroën, je l'ai trouvé relativement petit, si vous voulez, par rapport à ce que j'ai connu d'autres années. Mais ça, c'est valable pour Opel aussi. Opel, ils sont dans leur fief. Moi, je me souviens, il y a un peu plus de 10 ans, enfin, dans le début des années 2000, Francfort, Opel occupait presque un quart, voire un tiers de hall à lui tout seul, à l'époque. En 2002 ou en 2003, je crois, c'était ça. C'est plus le cas aujourd'hui. On sent que chaque constructeur, hormis les gros comme Mercedes, évidemment, ou BMW, encore que même BMW a réduit la voilure en enlevant sa piste d'essai qu'ils avaient dans leur fameux hall. On n'a plus un circuit dans le hall. Enfin, je trouve que voilà, globalement, on sent qu'il y a moins d'argent. Et même à Francfort, il se passe moins de choses globalement, quoi. Alors, moins d'argent et moins de choses, ça je sais pas, il y avait quand même 200 nouveautés première mondiale annoncées à Francfort, Nico. Oui, bien évidemment, il y a beaucoup de nouveautés, mais évidemment, rien que chez Volkswagen, il y a énormément de choses sur le groupe Volkswagen, et Mercedes également, parce qu'ils ont la partie électrique en plus qui ajoute les voitures autonomes, tout ce qui est concept. Mais globalement, ce que je trouve, c'est que quand il manque une dizaine de constructeurs, dans l'enfilade, il y a des halls qui sont remplacés par des équipementiers, mais donc c'est peut-être un peu moins intéressant pour nous qui sommes branchés produits. Et globalement, je trouve qu'il y a moins de surprises, il y a un côté un peu moins fun, moins chaud en fait, globalement. Il y a moins de show en fait. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite visite. Alors, avec des morceaux choisis, c'est complètement arbitraire. Nico, c'est ton choix. On va commencer par la Jaguar E-Pace. Si on peut l'avoir à l'image, voilà. C'est donc le dernier petit SUV de Jaguar, SUV compact. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Nico ? En fait, vous connaissez le Range Evoque. C'est en quelque sorte l'Evoque de chez Jaguar. Ça va sortir dans quelques temps. Alors, le problème, c'est qu'ils ils vont l'appeler E-Pace parce qu'il y a aussi l'E-Pace qui serait un véhicule électrique, électrique de chez Jaguar. Donc, on va l'appeler E-Pace plutôt. D'accord. C'est pas forcément très élégant, mais bon, ça, c'est eux qui décident. En gros, voilà, on sera sur un concurrent d'Evoque. Alors, ils n'ont pas su m'en dire beaucoup chez Jaguar. Enfin, je suis tombé sur une attachée de presse qu'on connaît bien tous. Elle m'a dit tu sais, le Range Evoque, il est un peu en fin de vie, donc voilà, le Pace est là un peu pour contrebalancer les choses. Je fais oui, d'accord, soit, je suis pas sûr, très honnêtement, parce qu'on est quand même sur deux marques concurrentes et je pense pas que Land Rover ait envie d'arrêter le Range Evoque qui se porte plutôt bien globalement. Donc en gros, voilà, on aura quand même deux véhicules concurrents qui ont un style très différent, mais qui finalement se retrouveront en termes de motorisation. Donc je trouve c'est un peu osé de sortir des produits vraiment très proches au bout d'un moment pour les deux constructeurs. Surtout que voilà, on rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même deux marques cousines, Jaguar et Land Rover. Donc ça vaut 35 700 € prix de base. Par contre, à ce prix-là, on n'a que des 4 cylindres, essence ou diesel. C'est un peu la méthode Volvo qu'on applique au e-Pace. C'est la méthode Land Rover sur l'Evoque. Ils se sont pas fait suer. L'Evoque, le vrai problème de l'Evoque, c'est qu'il n'y a pas de moteur. Enfin voilà, pour les passionnés d'automobile, vraiment, je me souviens, les premiers qu'on a essayés, il n'y avait pas de moteur, soit en essence, soit en diesel. On dépassait allègrement les 200 chevaux, même pas en diesel. Donc, pour un véhicule qui est quand même assez lourd, c'est pas forcément logique. Puis ça se prix-là, parce qu'un Evoque, on est quand même à 50 000 facile, quoi. Donc, avoir un 4 cylindres à ce prix-là, déjà à l'époque, je trouvais ça anormal. Chez Jaguar, les 35 000, c'est gentil, on sera beaucoup plus, on sait très bien. Il faudra rajouter des options, on va mettre un billet de 10 ou 15 000 en plus, donc on sera aussi dans ces tarifs-là. 5 000 pour les clés. Ouais, 5 000 pour les clés. On avance, on va passer chez Hyundai. Alors Hyundai qui présente le Kona, pareil. Alors un SUV, le gamme encore en dessous, ça fait 4,16 m. Ça vaut un peu moins de 23 000 € prix de gamme. Moi, je vais pas le comparer au e-Pace, mais je trouve que le design est plus osé, on va dire, notamment sur la face avant. J'ai bien aimé, je trouve que... Alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu Jaguar sur le regard, c'est assez marrant. Mais moi j'ai bien aimé la combinaison de couleurs avec le côté toit noir, enfin le biton, c'est sympa. C'est bien amené, je trouve que ça a de la gueule. Pour Hyundai, je suis pas gentil, mais je trouve que là, on essaie d'affirmer un peu les choses.
Et je trouve que le produit est intéressant. Alors, vous verrez que sur le salon, il y a énormément de produits de ce type-là. Hein. C3 Aircross, on l'a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup d'autres choses. Et je suis assez surpris par ce que fait Hyundai. Ouais. On a quelque chose c'est plutôt pas mal fini, bien présenté. Et esthétiquement, c'est plutôt avenant. Voilà, j'aime bien. C'est dynamique et avenant. Et puis il aura un petit avantage, parce que tous ne l'ont pas sur ce segment-là, c'est qu'il sera dispo avec une transmission 4x4 aussi. Ouais, ce qui n'est pas le cas de chez Citroën. C'est pas de le la cas 2008 ou de la C3. La 2008, alors ils ont le grip control, attention, ouais. Hein, ça c'est la révolution. mais bon, voilà. Je voudrais quand même dire que on a sur ce salon un festival des noms de voitures assez curieux. Tu m'enlèves les mots de la bouche. On l'a vu, on a le Kona chez Hyundai. Ouais. On a le l'Audi Econ, quand même, qu'on verra peut-être, qui est un concept car. On l'a pas prévu. Et on a la Jaguar F-Pace. Donc ça fait quand même beaucoup de noms qui vont nous faire des chouettes titres dans nos journaux respectifs. C'est clair. Avec ça, ouais. Il faudrait passer par la France quand on fait du naming, comme on dit, ça pourrait servir. Alors que là, il n'y aura pas marqué R pour la version sportive, ce sera N. Donc, vous rassurer tout de suite. Ils vont pas faire cette erreur-là quand même cette fois. Et est-ce qu'il y aura la Kona S aussi? Non, non, il n'y a pas. Non, Mais pour en revenir à cette Kona, quand même, on parlait tout à l'heure d'avoir du 4x4. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont des prétentions de sortir des sentiers battus, tu sais, avec ces passages de roues en plastique. Moi, je trouve ça moche. Je trouve la voiture super réussie. C'est le côté baroudeur qu'on va retrouver sur des tas de voitures aujourd'hui. Tu sais, sur un Range Rover ou une Jaguar, tu peux voir ça aussi. Ça reste du plastique. Alors après, il est plus ou moins bien amené. Il y a quand même beaucoup de marques aujourd'hui qui vont rajouter un petit cross après leur nom et mettre des garde-boue sur leur passage de roue pour faire un baroudeur. Ouais, c'est pas vilain. On parlait de la France, on va y passer. On passe sur Renault. Nico, nouvelle Mégane RS. Alors là, il y a encore beaucoup de questions sur cette voiture. En fait, la Mégane RS, la question qu'on se pose, elle a une certaine gueule, mais je trouve qu'elle n'est pas très osée par rapport à la précédente. Elle est un peu moins, je trouve que c'est un petit peu moins... C'est moins radical. C'est un peu. Moi, je sais pas trop quoi en dire de cette voiture. Elle sera pas aussi puissante que ses concurrentes. Hein. Je sais qu'on sera à peu près autour des 280 chevaux. C'est ça. Avec une version 300 chevaux, Trophy annoncée pour un peu plus tard. Pour plus tard. J'attends de voir. Je sais qu'une Mégane GT aujourd'hui, c'est un très bon châssis avec les roues arrière directrices et tout. Franchement, en design, vous la voyez, hein, elle est bon. Ils ont fait quelques trucs dessus, mais c'est pas renversant, quoi. Je trouve que au moins il y a des constructeurs. Alors, je les aime bien Honda, mais au moins ils vont jusqu'au bout des choses. Et quand ils te font une Civic Type R, après, c'est sûr que tu peux s'en servir de minibar. Hein, l'aileron est impressionnant. C'est vrai. Mais au moins c'est affirmé. On va jusqu'au bout des choses et on n'est pas en train de dire oui, mais vous savez, on fait aussi du CO2, etc. On va jusqu'au bout des choses, voilà. La RS, là, elle est sympa, mais elle n'est pas dingue, quoi. Je trouve. Ouais, Michel, moi je trouve que, on va le voir tout à l'heure quand on va essayer la Seat Leon Cupra, mais elle s'est un peu assagie, la Mégane. C'est peut-être parce que justement, du côté de chez Seat, on fait des petites bombes qui ont l'air très sages, mais qui n'en sont pas moins efficaces. Mais je pense que tout simplement, Seat a besoin de faire des voitures qui se remarquent. Renault n'en a pas besoin. Ils ont fait avec la Clio RS exactement la même chose. La voiture est assagie, elle est encore plus polyvalente qu'avant et encore plus efficace qu'avant, même si c'est beaucoup moins rigolo à conduire. Et la Mégane RS suit le même chemin. Et en plus, je ne vois pas pourquoi la Mégane RS précédente était radicale dans le look. C'est qu'il y avait une lame à l'avant, une espèce de simili-aileron à l'arrière, et puis surtout des gros autocollants, mais sinon, et des élargisseurs d'ailes. Mais sinon, elle n'était pas plus extravagante que le coupé classique. Et souvent, d'ailleurs, on retrouvait des Mégane 3 en coupé qui se donnaient des looks RS pour pas cher du tout. Allez, on va zapper la future Formule 1, enfin la vision du Formule 1 de Renault, la RS 2017, parce qu'on va le temps presse, mais on parlait de Honda, et là il y a une nouveauté intéressante, c'est le CR-V hybride. Intéressant à plus d'un titre, d'abord parce qu'il marque ce qui semblerait être la fin du diesel chez Honda. Ouais, en fait, ils veulent vraiment mettre de l'électrique sur toute la gamme, mais ça va commencer par le CR-V pour le coup. Et je pense que c'est intéressant parce que Honda est une marque sportive à la base. Ils ont été dans l'hybride ils ont essayé de lancer de l'hybride pas cher à une époque.
là, ils attaquent vraiment sur des produits qui nous touchent un petit peu. C'est des produits comme le CR-V, le futur CR-V justement, qui est quand même un c'est le SUV le plus vendu au monde, le CR-V. Hein, donc c'est comme une bonne promotion pour une technologie hybride si elle est aboutie. Tout à fait. Alors après, ils ont pas su me dire exactement comment a été fichue la technologie. Ils sont pas rentrés trop dans les détails. Je sais que ça sort l'année prochaine. Qu'à voir. Bon, j'ai pris des images du véhicule, mais on voit même pas l'intérieur. On pouvait pas rentrer dedans. Ça reste encore, voilà, on n'est pas encore en phase on parle donc sur la version hybride donc d'un moteur 2 litres essence et donc accouplé à 2 moteurs électriques pour à peu près 200 chevaux au total. Ça va faire un joli concurrent au RAV4, ça, Michel, non? Complètement. Oui, au RAV4, et puis il faut préciser quand même que l'offensive Honda sur l'électrique et l'hybride est globale. Le NSX, le coupé NSX a exactement la même architecture avec 2 turbos, un moteur thermique et deux moteurs électriques, pas turbo, pardon, 2 moteurs électriques. Donc il y a cette volonté de sortir du diesel. Les petites Honda n'en ont déjà plus chez Jazz. Et donc, il n'y a que la Civic qui va survivre un peu encore avec un diesel qu'on attend, mais il y a une vraie volonté d'en sortir, bien sûr, et pas que chez Honda d'ailleurs, chez tout le monde. Non, mais quand tu dis une vraie volonté, moi j'ai étudié pas mal de trucs là chez Honda. Ils bossent aussi sur les infrastructures. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Il y a un projet pilote dans l'ouest de la France où là ils sont en train de faire tout un système de grilles où les voitures seront connectées aux maisons, qui seront elles-mêmes connecté au réseau et puis ça échangera l'énergie. Ils ont annoncé un système de chargeurs intelligents qui va être capable effectivement de répartir entre charge et décharge. Si je peux juste ajouter concernant Honda, j'ai pas pu la filmer parce que les aléas de Francfort, c'est qu'il y a des conférences de presse, on dévoile pas les voitures, donc j'étais trop loin pour la filmer à ce moment-là. Il y a un concept urbain qui est vraiment étonnant, qui est full électrique. On en reparlera. C'est un mélange de. Alors on l'a pas à l'image, mais ça va sortir en 2019. C'est une petite urbaine. Ça a un arrière de Honda Civic des années. De la première Civic en fait. Ils ont repris le look de la première Civic, ils l'ont modernisé. Avec un avant on dirait une Golf 1 à l'avant avec des phares ronds. C'est excellent. C'est une bouille d'enfer. Et ça, j'ai hâte qu'on puisse la voir cette voiture, parce que franchement là, il y a une réelle logique. D'urbaine, hyper fun, un peu japonisante, mais vraiment sympa, avec un look vraiment sympa et totalement électrique. Et puis finalement, l'électrique en ville, c'est un peu ça qui marche, quoi. Ça fait un gros buzz sur Twitter, cette voiture. Ouais. Allez, elle est top. Franchement, elle est top. On attaque l'Espagne avec la Seat Arona. Alors pareil, un petit SUV façon Hyundai Kona, 4,14 m, c'est un peu plus petit qu'un T-Roc chez Volkswagen. Ça a un très grand coffre, 400 litres, c'est étonnant d'ailleurs. C'est un peu la recette du Capture, mais c'est mieux équipé. Bon, ça a une banquette fixe, visiblement, mais par contre un look plus sportif. Ouais, alors moi, le look, je suis un petit peu partagé. Alors, par rapport au T-Roc, justement, on n'est pas exactement sur les mêmes bases de véhicules. Le T-Roc est un peu plus grand, il fait 10 cm de plus, quoi. Voilà, et le T-Roc, on est plus sur un châssis de Golf, alors que là, on est plus sur un châssis d'Ibiza. Enfin, c'est un petit peu... la base, les bases sont pas les mêmes. En termes de look, je suis plus fan du T-Roc que de la Honda, désolé, mais la Honda, je la trouve un peu... Enfin, elle ressemble un peu trop, on dirait... c'est un ATK un peu réduit, mais au niveau des proportions, je trouve pas forcément de ça... toujours très très jojo, quoi. Après, la voiture est très bien faite, l'intérieur est bien fini, y a rien à dire, hein. On est sur une bonne auto et je pense que c'est plutôt prometteur comme véhicule, hein. Et je dirais que je pense que ça a ses chances. Je pense que en plus Seat est plutôt dans une dynamique de développement et tout, et on a pas mal de choses qui devraient arriver, comme la nouvelle Ibiza par exemple, qui était présente là-bas, qui est assez sympa. Un gros SUV aussi. Qu'on a essayé dans le garage en fin de saison dernière. Puisqu'on parlait d'image sportive de Seat, c'est exactement le moment de lancer l'essai de la Seat Leon ST Cupra 4Drive. C'était en Finlande il y a quelques jours. On regarde. L'an dernier, on vous a laissé avec une Seat Leon Cupra 5 portes sur les routes de la Transfagarasan en Roumanie. Cette année, on rajoute un sac à dos derrière, 10 chevaux sous le capot devant. On essaye la Seat Leon Cupra ST ici en Finlande sur les routes du Rallye des 1000 Lacs. Alors esthétiquement, entre évidemment les voitures de l'année dernière et cette année, il n'y a pas grand chose qui change. La coupée ressemble à la coupée, la 5 portes à la 5 portes et la ST, donc le break, ressemble au break. Ce qui a changé dans ce ST Cupra, c'est qu'il est disponible maintenant également en version 4x4.
4 Drive, comme on l'appelle chez Seat, accouplé à une boîte DSG à 6 rapports. Et ça change quand même pas mal de choses. Alors évidemment, ces 4 roues motrices, ça va tout changer quand on va conduire sur ces pistes ici en Finlande, puisque ça va évidemment aider à garder de la motricité quand on part en glisse. C'est de la piste, hein, donc c'est du gravier, de la boue, donc c'est vraiment sympa à conduire. On a un petit désavantage quand même, on part avec un handicap. Le handicap, c'est le pneu. On est sur des pneus ultra taille basse, des pneus sport, des pneus de route, presque de piste, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas très adapté au terrain. En revanche, la voiture a un châssis réglable, c'est-à-dire qu'on peut régler différents profils de conducteur grâce à un petit bouton qui est là sur le tableau de bord. Et donc, en mettant une transmission un peu sportive et une suspension un peu souple, on arrive à avoir un compromis qui reste très confortable à rouler. Alors cette transmission 4x4, elle est assurée par un système Haldex. C'est l'Haldex de dernière génération, c'est le même qu'on va retrouver sur une Audi Quattro ou sur une Volkswagen en 4Motion. Il assure la transmission roue arrière quand c'est nécessaire et pas en permanence, ce qui permet évidemment au quotidien d'avoir une voiture qui est une traction et qui donc ça va privilégier l'économie d'énergie en évitant de transmettre en permanence du coup pour roue arrière quand c'est pas nécessaire. Alors dans l'habitacle, comment est-ce qu'on reconnaît une Leon Cupra d'une Leon normale? C'est très simple. Évidemment, il y a cette ambiance un peu sportive avec les sièges griffés Cupra qui sont spécifiques à la Cupra, ça va de soi. Au niveau de l'instrumentation, voilà, on a un compteur qui est gradé jusqu'à 300 km/h. Et puis sur le volant, on a ce petit logo avec un drapeau à damier qu'on va retrouver également sur le bouton de réglage des profils qui va donc permettre de choisir ses profils de conduite. Alors cette version ST, c'est un vrai break, c'est-à-dire que pour beaucoup d'automobiles, les déclinaisons break sont juste des déclinaisons esthétiques. On va garder à peu près le même volume de coffre, mais avoir une ligne un petit peu différente. On va gagner en volume de chargement en hauteur, mais c'est assez rare qu'on l'utilise. Sur cette Leon, c'est un vrai break, c'est-à-dire que par rapport à une version 5 portes ou une version coupée, on gagne quasiment 200 litres de coffre sous le cache-bagages, donc c'est quand même pas mal. Ici, on est à près de 600 litres, tandis que sur la version 5 portes, on est à un petit peu moins de 400 litres, donc 200 litres d'écart. Ça fait une vraie différence quand on a une famille. À titre personnel, j'ai un gros faible en ce qui concerne la Leon pour sa version 5 portes quand même. Il y a une autre chose qui me fait préférer la version 5 portes à la ST, c'est qu'elle est un peu moins sonore à l'intérieur. Forcément, il y a plus de volume là, donc ça résonne un peu plus. Néanmoins, il y a une constante quand même sur la Leon, c'est que c'est une voiture qui a un caractère sportif bien assumé, mais qui reste vraiment confortable. Même d'ailleurs avec un réglage de châssis sport. Bon, alors là, on est sur des routes un peu défoncées, donc c'est difficile de parler de confort. Mais en circonstances normales, même en suspension, en châssis, en mode sport, on garde un confort qui est quand même assez prégnant pour ce type de véhicule. Là devant nous, on a un ATK. Alors, je sais pas si vous le remarquez, mais bon, déjà il a une très jolie couleur, il est orange. Et en plus, il y a un petit logo derrière FR. C'est une nouvelle définition de l'ATK chez Seat. Mais ça, je pense qu'on va laisser Driss nous en parler un petit peu plus tard. Alors vient évidemment la question fatidique, est-ce qu'on l'achète ou est-ce qu'on l'achète pas? Et ben moi, la Seat Leon Cupra, j'achète. C'est une voiture que je trouve vraiment extraordinaire. C'est un très bon compromis entre tout un tas de choses. C'est une voiture ultra polyvalente. Cette version break, elle est parfaitement cohérente si on a une famille et qu'on a envie d'avoir une voiture un peu sportive. Elle a un autre avantage, c'est que c'est une voiture qui est abordable dans son genre. Là, on a quand même 300 chevaux sous le capot, 4 roues motrices, une boîte DSG à 6 rapports, et on est à 40 000 € hors option. Alors la Cupra ST, elle démarre à un peu plus de 36 000 €. Si on rajoute la boîte DSG, on rajoute encore un peu plus de 2 000. Et puis donc on arrive à 40 000 avec les 4 roues motrices. C'est convaincant, franchement c'est convaincant. Même si donc encore une fois, moi,
à titre personnel, j'achète la 5 portes. T'es un jeune, toi. Hein, toi, t'es un jeune, tu veux pas d'un break. Ouais, j'en ai un pourtant. Le temps nous manque et on va pas avoir le temps de faire tout Francfort, mais je voudrais qu'on parle d'une voiture moi, qui m'a bien tapé dans l'œil chez BMW, c'est le concept Z4. Nico, pour moi, ça faisait longtemps qu'une BM m'avait pas émoustillé, j'ai envie de dire. Franchement, je t'ai bluffé. Alors, je crois qu'elle a été présentée, je crois, le dernier, c'était Pebble Beach, oui. Non, au concours d'élégance. Ouais, c'est ça. C'est pas une grande première, on va dire. Non, mais c'est une première européenne, mais je l'ai quand même shooté parce que franchement, je suis impressionné. Et quand on sait que BMW, généralement, quand ils présentent des concepts, sortent des voitures de série qui sont très proches des concepts. Alors, des fois, on aime, on n'aime pas. Hein. Je me souviens, le X1, le concept X1 au Mondial de Paris, il y a pas mal d'années, j'avais trouvé ça hideux. J'ai pas trouvé ça beaucoup mieux en série à l'époque, mais bon, voilà, là, on a quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère vraiment qu'on sera proche de la série parce que c'est sublime, non? Enfin, moi, je trouve ça. Ouais, je trouve ça superbe. À côté, le X3, qu'on va pas montrer parce qu'on n'a pas le temps, je l'ai trouvé absolument fadasse. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Il apporte rien du tout, ce X3, ce nouveau X3, je le trouve un peu tristoun. C'est un peu le X1 en plus grand. C'est pas le petit X5 justement. Ouais, on le voit quand même. On va zapper la Mini électrique, on va zapper la Lamborghini Aventador, je suis désolé. On va en zapper pas mal. Je voudrais qu'on parle, Nico, d'une voiture qui t'a un peu marqué aussi. C'est la Porsche 911 GT3 Pack Touring. En quoi elle est intéressante cette voiture? Elle est intéressante parce que justement elle n'a pas d'aileron, c'est une GT3 un peu plus simple, on va dire. Alors là celle qu'on voit ici c'est la GT2 RS, mais là la bleue, c'est une 911 presque normale on va dire, mais ça reste une GT3, moteur de GT3. Alors il n'y a pas de quoi mettre des gamins à l'arrière, il n'y a pas de siège, mais on a de la place quand même, on a les petits bacs, etc. C'est comme la 911R qui avait été vendue à des prix astronomiques, sauf que voilà, d'ailleurs les propriétaires vont faire un peu la gueule, les 911R, parce que là on est vraiment sur le même genre, c'est pas une série limitée pour le coup, c'est un package. Alors j'ai pas eu les tarifs du package, je suis sûr qu'ils sont capables de le faire payer en plus, le fait d'enlever l'arceau et l'aileron, mais bon, je trouve que c'est vraiment la voiture chouette, ça reste relativement discret, sans aileron, on a quand même un moteur atmosphérique, c'est le seul chez Porsche aujourd'hui, donc c'est plutôt intéressant quand même. Il faut quand même préciser Michel, pourquoi les propriétaires de 911R font la gueule. C'est que tout simplement, ils ont tous spéculé en revendant leur voiture plus chère qu'ils n'avaient acheté. Et avec l'apparition de cette GT3, elle risque de décoter leur voiture. Donc, ils font la gueule. Ce sera, messieurs, le mot de la fin. Il me reste à vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis. Merci donc à Nico et Michel. Merci aussi à Benjamin en régie pour cette première de la saison. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas les rediffs, le replay, parlez-en aussi à vos amis et les programmes continuent. Salut à tous.